présenter très vite le programme collaboratif numéro 3 des techniques du faire-croire. C'est un programme qui réunit pour l'essentiel des chercheurs de l'EHESS, de l'EPHE, de l'ESCP Europe, anthropologues, sociologues, historiens des sciences, sciences de la gestion, qui travaillent sur des objets multiples, issus d'époques et d'ères culturelles éclatées, à partir de disciplines complémentaires. Et c'est là toute la fécondité du LABEX. Chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines et en sciences de la gestion partagent l'objectif de répertorier et d'interroger les techniques du croire et du faire croire, telles qu'elles sont inculquées à nos corps et se traduisent en gestes, en paroles ou en postures, telles qu'elles se prolongent, se renforcent, se transforment par les productions de l'homme, qu'il s'agisse d'écrits, d'images, de machines, qui sont à la fois manifestes du croire, manifestation du croire et support du faire croire. Nous postulons que ces techniques sont observables, différenciables et surtout descriptibles. Nous postulons également qu'il n'y a pas de lieu qui ne soit éligible à cette observation et donc nous ne travaillons pas exclusivement dans le religieux, ce qui explique notre lien avec les chercheurs en sciences de la gestion notamment. Notre première étape a été de définir des concepts à partir desquels il nous serait possible de croiser nos approches. Nous avons commencé par celui de persuasion, croisant études de cas et approche théorique. De là, il nous est apparu intéressant de nous focaliser sur le donner à voir, mentalement ou matériellement, étant entendu que ce qui est montré se construit nécessairement en tension avec ce qui n'est pas donné à voir, et donc ce qui est détourné du regard. Nous nous sommes alors attaqués à 3 chantiers. Le premier est celui qui nous retient aujourd'hui, et je laisse 2 de ses coordinateurs, Emma Aubin-Boltanski et Baptiste Buob, vous le présenter, en l'absence du 3e coordinateur, Damien Mottier, qui a joué un rôle tout à fait essentiel dans cette formidable aventure intellectuelle et humaine avec les moines de Latran. Cette expérience nous a sensibilisés sur le fait que nous observions des manières d'être et d'agir qui interrogeaient autant l'expression de la foi, de la vocation, du choix du moine, que celle du faire croire. C'est pourquoi le second chantier qui nous occupe remet à l'ouvrage des concepts antagonistes de vocation et de choix, et leur complexe articulation avec ceux de foi et de responsabilité autour d'un séminaire filmé. Après avoir filmé des moines, nous voudrions filmer des individus répondant à d'autres types d'engagements vocationnels. Musiciens, chefs d'entreprise, dessinateurs, médecins, tout autant que des individus issus de milieux religieux. Quel type de vocation les agit, donne sens à leur travail? Comment se manifeste cette vocation? Comment cohabite-t-elle avec l'injonction sociétale de choix et de responsabilité? Quel héritage la religion a-t-elle laissé en termes d'attitude de croyance? Quelle trace reste-t-il de l'ivresse de la foi dans un monde sécularisé? Enfin, le 3e chantier qui nous occupe part du postulat que croire et savoir s'engendrent mutuellement, inlassablement. Ce sont les 2 faces d'une même pièce et leur union forge la connaissance. On tente de les séparer et l'ensemble se sclérose. La religion devient secte, le savoir, idéologie. Pour le démontrer, nous nous intéressons à des inventions techniques qui participent tantôt à faire progresser la connaissance, tantôt à renforcer les croyances ou encore à en créer de nouvelles. Un colloque qui se déroulera fin mai 2015 portera ainsi sur les objets qui donnent à voir ou à entendre ce qui est invisible ou inaudible à l'échelle humaine, sur des objets qui projettent des images, ou sur d'autres encore qui captent et transforment l'énergie, et par là, notre rapport au monde. Nous espérons que ce chantier donnera également lieu à une exposition. Mais pour aujourd'hui, nous sommes donc là pour parler du sous-projet concernant les moines, et je laisse la parole à Emma Boltanski et à
Baptiste Buob pour vous le présenter. En fait, on s'est décidé avec Baptiste, c'est Baptiste qui va faire la présentation pour qu'on soit dans les temps, ça sera plus simple. Bonjour à tous. Emma, évidemment, s'il y a des manques dans ma présentation, je t'invite à venir les combler. Je vous remercie, tout le monde d'être là. Moi, c'est un peu particulier, je suis en quelque sorte une pièce rapportée, puisque je fais partie du laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative, qui n'est pas un partenaire à l'origine de Slavex. Et en fait, ce que je vais faire là, rapidement, c'est vous donner certaines clés de compréhension qui vous permettront de mieux comprendre les interventions qui vont suivre. Donc on est 7 aujourd'hui, on pourrait être beaucoup plus parmi les chercheurs et ingénieurs qui sont impliqués dans ce projet. Et il aurait pu également avoir un certain nombre de moines, parce qu'il y a quelque chose de très important dans toute notre expérience, c'est que c'est une expérience vraiment collaborative, et une forme d'anthropologie partagée, à mon sens, assez inédite. Donc, je suis une pièce rapportée, puisque en fait, à l'origine, c'est Damien Mottier, à l'époque où il était postdoctorant au CIUFR, qui a proposé la mise en place d'un atelier de réalisation qui s'intitulait, je pense, Écriture filmique, dont l'objectif était en fait de permettre à des chercheurs membres du LABEX d'acquérir des savoir-faire minimaux dans le domaine de la réalisation audiovisuelle, avec à terme l'idée que la caméra n'est pas simplement un outil de restitution d'un certain nombre de connaissances, mais vraiment un outil de la recherche à part entière. Donc, Damien a mis en place ce projet, il m'a demandé de venir participer, puisque Damien et moi, nous avons la particularité d'être tous les deux anthropologues et cinéastes, d'avoir une expérience dans la pratique cinématographique et avoir aussi une expérience dans la formation. Donc il y a Damien, Emma et moi, qui sommes les porteurs de ce projet, mais dans le cadre de la formation, je vais vous l'expliquer, il y avait également d'autres formateurs qu'il faut absolument citer, qui sont d'une part Nadine Vanono, Stéphane Éloi, et également Pierre Gauthier, qui est venu apporter sa contribution en tant qu'ingénieur son, et également une contribution au niveau matériel, puisque vous allez le voir, ça nécessitait des moyens matériels assez conséquents pour mettre en place ce qu'on a mis en place. Donc, pour transmettre ces savoir-faire, on avait dès le départ l'idée de délocaliser la formation, de quitter Paris, de quitter le quotidien, de quitter les préoccupations des uns et des autres pour nous enfermer littéralement pendant une dizaine de jours et nous concentrer sur l'apprentissage de la vidéo. Donc ça impliquait d'être en pleine autonomie au niveau matériel, et on avait pris le parti aussi de faire travailler les chercheurs, en l'occurrence les chercheuses, qu'on avait pris pour habitude d'appeler les stagiaires, c'était une forme de stage, à travailler en binôme à la réalisation de portraits. Le portrait nous semblait effectivement une forme qui était adaptée à une forme de formation comme ça, resserrée, concentrée. Et l'idée, c'était en 10 jours d'initier ces chercheuses à la réalisation, mais également d'obtenir un film terminé, et que finalement, le jour de la fin de la formation, il y ait vraiment un objet matériel tangible pour sanctionner cette formation. Et donc, il y a tout le volet écriture, tournage qui est accessible. Il y a une autre dimension qui est extrêmement compliquée, c'est celle du montage. Donc on avait pris pour parti de faire venir des monteurs qui interviendraient à la fin de la formation pour eux-mêmes vraiment faire le montage, ce qui n'est pas une mince affaire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'envisageait pas du tout au départ de travailler sur l'abbaye de la Trappe. C'est une expérience, une histoire assez singulière, je n'ai pas le temps de la développer, peut-être au terme si vous avez des questions, je pourrais revenir là-dessus. Ça s'est fait de façon assez fortuite, et du fortuit est arrivé quelque chose, comme je le disais, tout à fait inédit, puisqu'en fait on a pu séjourner pendant 10 jours au sein de l'abbaye, avec une liberté assez totale. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais un des principes fondateurs des abbayes et de la vie, notamment chez les cisterciens, c'est le principe de la clôture qui ferme l'espace en fait aux extérieurs. Et nous, on s'est retrouvés avec quasiment l'intégralité des espaces qui nous étaient ouverts, et tous les espaces qui sont dans la clôture, c'est-à-dire les cellules des moines, les réfectoires, le chapitre, pour ne citer que ces lieux. Donc, concrètement,
la formation s'est organisée sur une dizaine de jours. On a eu 2 jours qui étaient consacrés à une forme de formation théorico-pratique, une prise de contact avec les moines. Il y a eu ensuite 5 jours de tournage. Et enfin, comme je le suggérais, 3 jours de montage avec des monteurs extérieurs qui sont venus pour finaliser les films. Rapidement, on peut dire que cette formation, c'est un succès qui a largement dépassé les objectifs initiaux. Quand on s'embarque dans ce genre de projet, la question du produit fini reste un petit peu en suspens. Finalement, l'essentiel, c'est de commencer à s'initier à la pratique et peu importe le résultat final. Mais finalement, ces films sont plutôt des films réussis, puisque la plupart des personnes qui ont participé à la formation n'avaient jamais tenu une caméra, n'avaient jamais fait de film, et donc on a des films qui sont tout à fait présentables. Une chose qui est très importante, c'est qu'ils sont présentables de notre point de vue, mais ils sont également présentables du point de vue des moines, puisque, comme je vous disais, c'est une expérience aussi très collaborative, et on a eu l'occasion de faire plusieurs projections au sein de l'abbaye. Une première projection qui s'est faite qui s'est faite simplement entre nous et les moines, où ça a été l'occasion de discuter, mais avec Damien, nous sommes retournés il y a peu de temps à l'occasion de la Saint-Bernard à l'abbaye de la Trappe, où une projection a été organisée avec un écran de projection installé au cœur de la nef, et il y avait ce qui est assez rare dans cette abbaye, puisque c'est une abbaye qui est un peu, disons, voilà, où il n'y a plus qu'une vingtaine de moines, pour la plupart très âgés. Et là, il y avait environ 150 personnes qui étaient présentes, donc c'était un cadre assez exceptionnel. Donc, dans un second temps, après au terme des présentations, peut-être que si on a le temps, je viendrai vous parler à nouveau des perspectives suite à cette première phase du travail au sein de l'abbaye. Mais je pense que voilà, c'est une expérience collective qui est tout à fait fortuite et qui nous amène à développer et à travailler de façon collective, ce qui se fait de moins en moins. C'est donc nécessairement un succès, mais je dois avouer que l'objectif premier pour Damien et moi dans le cadre de ce type de formation, c'est pas tant de faire un film, c'est de faire prendre conscience que la caméra peut être un outil extrêmement utile à la recherche, et les perspectives qu'esquisse Nathalie, les perspectives à venir de réaliser d'autres films autour des vocations, ce serait pour Damien et moi vraiment la plus grande réussite. Voilà, donc je vais donner maintenant la parole à André et Nathalie, qui vont nous présenter le film qu'elles ont fait. Avant ma venue à l'abbaye de la Trappe, je n'avais jamais touché à une caméra et je ne m'étais pas spécialement intéressée à la vie monacale catholique. Je ne connaissais pas André de Bergeron et je découvrais Sébastien Marie, un jeune moine d'une trentaine d'années qui me semblait plutôt mal à l'aise. C'était un peu la panique, pour tout vous dire. Travailler avec André a été une source d'apaisement. Nous n'avions pas du tout la même formation, puisque André est historienne des sciences et je suis anthropologue, spécialisée sur la Corée à la base, ni la même expérience de terrain, ni la même sensibilité, et par conséquent, nous n'avions pas du tout la même représentation du frère Sébastien Marie. Mais nous avons très vite compris que tout cela était notre meilleur atout, et je crois que c'est un point commun à l'ensemble de nos quatre binômes. Nous étions là pour comprendre en quoi la caméra participait du faire croire. Et nous avons immédiatement été confrontés au rétrécissement de l'image que nous allions donner de celui qui devenait alors notre moine, c'est-à-dire notre personnage. Nous étions d'autant plus sensibles à ce rétrécissement que chacune percevait de lui des facettes différentes. Lesquelles allions-nous montrer? Le premier jour du tournage, nous avons suivi Sébastien Marie sur son tracteur. Disons-le d'emblée, ce faisant, nous donnions de l'abbaye une image un peu faussée. Nous donnions consistance à l'idée selon laquelle l'abbaye s'autosuffit, alors même que le monastère vit peu de ses champs, qu'ils ne subviennent pas, en tout cas, aux besoins nutritionnels des moines. Ces derniers se font livrer les repas. Et Sébastien Marie passe en réalité peu de temps sur son tracteur. Oui, mais nous trouvions bien de montrer Sébastien Marie conduire son tracteur, alors nous jouons sur la représentation traditionnelle de l'abbaye et Sébastien Marie joue sa partition avec nous. Nous sommes en plein
dans le faire croire. Nadine Wanono était à nos côtés, l'une des formatrices, anthropologue filmique, était à nos côtés et sa mise en garde a été extrêmement précieuse. Nous essayions maladroitement de mettre en pratique les directives techniques de nos formateurs et nous le faisions à voix haute, en présence de Sébastien Marie, invité de fait à donner son avis, voire à essayer de comprendre à son tour le fonctionnement de la caméra, fonctionnement qui nous échappait peut-être moins qu'à lui. Ainsi, nous traitions face à Sébastien Marie, voire avec lui, des coulisses du tournage. Il intégrait d'autant plus le rôle du personnage qu'il était censé représenter et en tenait compte dans sa façon de se présenter face à la caméra, répondant finalement parfaitement à des directives de comédien, anticipant ce qui lui paraissait pouvoir être opportun par rapport à nos discussions. Attention, nous prévint Nadine Wanono. Sébastien Marie prend en main la mise en scène de votre tournage, dans le seul but de vous faire plaisir et de répondre à vos injonctions. Ces discussions qui auraient dû rester entre nous impactaient le comportement de notre moine. Alors que nous étions là pour découvrir comment se manifestait son lien au divin à travers ses gestes, ses rituels, ses regards, bref, ses attitudes de croyance, nous étions en train de créer avec lui une relation qui tuait son naturel. En explicitant nos techniques en sa présence, en le laissant s'immiscer dans nos coulisses, voire même nous donner son avis, nous occultions sûrement la relation intime, profonde, que nous devions avoir avec lui pour qu'il se laisse un peu aller. Nadine nous conseillait de laisser les choses courir, de laisser la vie entrer dans la caméra. Nous espérons y être un peu mieux parvenus les jours suivants. Quelques moments inattendus, partagés, ont permis en tout cas de créer une vraie complicité entre nous qui s'est traduite par le laisser-tomber du vouvoiement et par l'arrivée spontanée du tutoiement. Cette impression d'être face à des comédiens s'est reproduite le jour où Sébastien Marie a travaillé avec l'électricien que vous verrez dans notre extrait. Ce dernier jouait si bien son rôle que pas une fois il n'a regardé la caméra. Il nous a complètement ignorés, à tel point que nous sommes devenus autres, nous-mêmes, derrière notre caméra. Nous ne l'avons salué à aucun moment, ce qui ne correspondait pas vraiment à la relation humaine, chaleureuse, normale et en tout cas attendue dans ce lieu. L'électricien était devenu un simple personnage secondaire de notre tournage. Dans le film, il était l'électricien et rien d'autre de lui ou de sa relation personnelle avec Sébastien Marie ne transparaîtra. Nous étions donc ici dans le jouer, c'est-à-dire dans la réduction de la relation à celle attendue devant la caméra. La difficulté que Sébastien Marie avait par ailleurs à s'exprimer, son blocage sur son passé, sur sa relation avec sa famille, sur ses études, et par contraste sa sérénité lorsqu'il s'agissait de nous expliquer sa relation à Dieu, nous ont amenés à privilégier une facette de notre personnage. Nous avons fait de Sébastien Marie l'amoureux, espérant néanmoins que nous parviendrions à montrer d'autres éléments de son identité et de son engagement monacal. Une bonne partie de ce qu'il est ne transparaît dans le film que par ses gestes. Il sait réparer un ordinateur, il sait réparer l'électricité, il sait gérer la comptabilité du monastère. Mais tout cela, il l'a appris en dehors de l'abbaye et ce temps-là est devenu hors de portée des mots. Nous sommes surtout parvenus finalement à saisir des gestes et dans la dernière scène de notre film, un regard et un sourire dans lesquels s'exprimait spontanément sa foi. On ne voit pas du tout les photos, c'est bon. Maintenant vous pouvez montrer les photos parce que, donc dans lesquels s'exprimait spontanément sa foi. Il a l'air d'un enfant avec son chapelet dans sa main quand il médite sur son lit. Oui, un enfant avec son doudou. Et cet enfant-là, dont le passé semble s'être évanoui, vit dans un sentiment amoureux qu'il sait remarquablement exprimer, qui nous étonne
nous frappe, nous interroge. Cela nous paraît presque un peu fou, hors notre monde. Mais hors notre monde, Sébastien Marie a choisi d'être. Il porte sur son cœur le carnet d'une sainte, la belle Gemma, qu'il garde en photo sur son orgue. Cet orgue, il le caresse aussi avec ses longues mains qui parlent souvent pour lui, même à sa place. Elles nous disent la sensualité de sa relation à Dieu. Sensualité et affection que l'on retrouve également dans sa façon discrète de caresser le crâne de la statue de Saint-Benoît. Et cette relation à Dieu est concrète. Le frère Sébastien Marie s'occupe de son foyer. Il n'en sort jamais. Il ne s'inquiète pas du futur, bien qu'il soit le plus jeune moine entouré de vieux moines et dans un monastère en danger. Ce n'est pas à lui de gérer cela. Sébastien Marie s'occupe de l'intérieur du foyer, exclusivement, laissant à Dieu le soin d'organiser l'avenir. Quand le Christ est mort sur la croix, il est mort pour moi. Mais quand je dis pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. Et ma démarche, en donnant ma vie et en entrant dans la vie monastique, c'est une réponse à ce mouvement-là. Le Christ est mort pour moi et je m'offre complètement pour lui parce que par sa mort, il me dit qu'il m'aime et moi, en donnant ma vie, je lui dis que je l'aime. Si je devais caractériser l'amour que j'ai pour Dieu, mon amour est de type sponsal. Pour expliciter le terme, c'est l'amour des époux. Donc, plus un amour qui pourrait, on va dire, se retrouver dans la relation homme-femme, plutôt que un amour qui serait, on va dire, dans la dimension père-fils. Parce que quand on va faire les reliques, tous les cas, on ne met pas de boîte d'eau, on a dit. Hein. Non. On a l'alimentation 3.5. On a le téléphone de la cabine des briques. Oui. Et la même ligne qui sert pour les reliques et en même temps qui va. Oui, la ligne qui sert pour les reliques et puis celle de la sonde. Voilà. Et sachant que pour la sono, il y a un peu plus de monde, mais c'est plus de la sono. Oui, mais c'est un 5.5. Parce que ça, à la rigueur, on pourrait peut-être pour un moment tomber ça. Et on fait des coupes. Pour moi, aimer Jésus, ça va être quand je vais me réveiller la nuit, pas forcément parce que c'est 4 heures, mais ça peut être avant parce que je me réveille, de pouvoir avoir une pensée pour lui, de lui dire que je l'aime et de me rendormir.
Donc, puisque Nathalie s'est chargée de l'analyse réflexive de notre expérience et de notre relation avec Sébastien Marie, moi je prendrai un autre axe qui sera peut-être davantage prospectif. Et je vais m'arrêter juste sur 2 points. Le premier qui m'a extrêmement frappée, qui n'est pas complètement étonnant, quand on sait le rôle que le calcul du temps a joué dans ces lieux, c'était la présence de la technique, qui est très visible dans cet extrait, où on voit se mélanger des choses éternelles et des choses très, très modernes, comme on dirait, tel le téléphone portable qu'utilise là le père abbé et que dont tous les moines sont munis. Il se trouve que le moine que nous avons suivi, Sébastien Marie, avant d'être moine, était informaticien, a fait des études en informatique. Il a fait d'ailleurs son stage, les moines avant de s'engager plus avant ont un temps à passer dans l'abbaye pour vérifier que leur vocation a un sens et qu'ils ont bien leur place ici. Et ce stage-là, il l'a fait en même temps, à la même période où normalement on fait le stage d'ingénieur. Donc je trouvais que cette coïncidence était relativement intéressante. Et tout ce côté-là, ce côté lié au savoir technique, à la pratique de son métier d'informaticien, c'est ce qu'il a laissé pour rentrer dans la vie. Même si de temps en temps, comme on le voit dans cet extrait, il arrive de faire l'autopsie d'un ordinateur sans doute obsolète à ses yeux pour essayer de le réparer. Mais j'ai été frappée par l'intensité de la présence de la technique dans la vie. Elle est présente partout. On pourrait d'ailleurs imaginer de faire un portrait de l'abbaye au travers de ces réseaux. Vous avez ici par exemple une armoire électrique où vous avez la lessive, la maçonnerie, le pressoir, l'abbatiale, la chaufferie, la forge. Et si vous ouvrez, vous avez à l'intérieur tout un ensemble de choses et on voit ce qui a été remis au bout du jour, de ce qui a été laissé à l'abandon. Donc ça pourrait être un portrait, une histoire de l'abbaye au travers de ces réseaux. Mais la technique est aussi présente dans l'abbaye par strates. La place n'est pas ce qui manque dans un lieu comme celui-là. Et donc on a souvent des objets qui sont laissés en place même quand ils ne servent plus. Donc ici les fils qu'on voit pendre, à part la prise électrique, c'est ce qui reste d'une antenne de télévision qui est maintenant inutilisée. Vous avez aussi dans le clocher tout un mécanisme qui devait être, j'imagine, à un moment, un mécanisme lié au fonctionnement des cloches. Vous avez une présence de la technique à la fois par ces aspects les plus élaborés, enfin si on considère que le téléphone portable, l'ordinateur sont les objets les plus récents, jusqu'à des choses beaucoup plus triviales, comme ici tout un ensemble d'éléments de l'orgue, enfin d'objets nécessaires au fonctionnement et à la réparation des orgues, qui sont méticuleusement classés. Donc l'histoire du classement aussi pourrait être intéressant à investiguer sur cette question technique. Notre arrivée à elle-même était une occasion d'inscrire encore davantage la présence de la technique dans l'abbaye, et vous voyez que nul n'en était exempt. Et là vous avez un des, sans doute pas le moine le plus âgé, mais en tout cas un des plus anciens, qui s'initie lui-même au maniement de la caméra, et derrière lui le moine restaurateur qui n'avait qu'une envie, c'est d'essayer, et qui a d'ailleurs essayé de faire tourner des images pendant assez longtemps. Et je trouve que par rapport à ce que je viens de dire, cette image aussi symbolise bien les choses. Vous voyez sur un ensemble d'objets informatiques plutôt récents, élaborés, qui nous servaient au montage, cette image qui pourrait être qui est assez intemporelle finalement d'un moine en habit de moine. Le deuxième point sur lequel je voulais m'arrêter,
c'est que l'abbaye m'a semblé aussi poser des questions très intéressantes à quelque chose qui était le patrimoine. Là, je ne sais pas si on le voit bien, c'est Sébastien Marie dans le couloir qui conduit aux cellules, enfin la série de cellules dans lesquelles il a la sienne. Et donc on est dans un bâtiment 19e siècle qui fait vaguement référence à l'architecture gothique. Et tous ces couloirs ont été refaits avec force néon. En tout cas, vous avez là cette espèce de mélange comme ça d'une architecture déjà un tout petit peu ancienne et d'éléments très, très connotés modernes, comme le néon, qui était là-dedans. Et sur les questions que l'abbaye peut poser au patrimoine, en fait, on peut déjà remarquer que les moines, dès qu'ils arrivent dans l'abbaye, perdent leur patrimoine personnel. Donc on pourrait utiliser le sens restreint, commun, du terme patrimoine. Et que l'abbaye, finalement, dans l'abbaye, il n'existe qu'un patrimoine commun. C'est l'abbaye qui possède, et ce ne sont plus les moines individuels qui possèdent. Donc l'abbaye est en quelque sorte un patrimoine collectif, mais qui aurait échappé à toute la vague de patrimonialisation. J'entends par là tout ce qui s'est largement développé dans les années 80-90 avec la rénovation des centres urbains, avec la volonté de préserver toutes les traces des activités humaines, des plus nobles qui étaient déjà présentes dans les musées jusqu'au plus trivial, comme le patrimoine industriel, etc. Il n'y a pas de patrimonialisation dans ce sens, puisque c'est d'abord un lieu d'usage. Et même les bâtiments qui sont classés sont des bâtiments d'usage, ce sont ceux où, par exemple, est stocké le matériel électrique, etc., etc. Donc vous avez quelque chose qui se transmet dans le temps sans avoir de propriétaire nominatif, mais qui en même temps est constamment reconstruit, tels ces couloirs avec leurs néons, etc. Et le dernier paradoxe, et après j'arrêterai là parce qu'on est nombreux à vouloir parler, c'est que pour ce lieu de patrimoine collectif hors patrimoine, la seule journée d'ouverture au public est précisément les journées des patrimoines, qui est donc un moment très important dans la vie de l'abbaye, puisque c'est le moment où, en dehors de l'office dominical, qui peut être ouvert aussi à d'autres, peuvent venir dans l'abbaye, et ne s'en privent pas, des visiteurs lointains ou proches.